que je suis revenue de Paris, j'ai achevé mon manuscrit Passage de la modernité. Et puis, je suis tombée enceinte. C'était un grand bonheur dans ma vie. C'était pas un accident, c'était souhaité. C'était vraiment un grand bonheur. Mais évidemment, là, ça pose des questions de conciliation famille-travail. Parce que les professeurs d'université, on est réputés soit pour travailler 6 heures par semaine, soit pour travailler 50 heures par semaine. La vérité, probablement plus près de 50, mais moi, je ne crois pas avoir jamais fait 50, mais en fait, on ne se tourne pas les pouces généralement. Alors, je me dis, comment je m'y prends pour arriver? Et pour moi, c'était important parce que mon père était un homme absent. Il était professeur de sociaux aussi. Et je me souviendrai toujours d'un repas parce que j'étais avec mes sœurs et il nous dit, j'ai en face de moi 3 jeunes adultes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vous ai pas vu grandir. Et là, moi, ça m'a fait un coup, mais je le savais au fond qu'ils ne nous avaient pas vu grandir. Mais là, quand il le dit explicitement, vous êtes là en face de moi, 3 jeunes femmes, et je ne vous ai pas vu grandir. Je dis, moi, je voudrais voir grandir mes enfants. Et pour moi, je me dis, si j'ai des enfants, là, alors je dis, il faut que je les vois grandir. Alors là, j'ai fait un pari. Donc, j'ai parié sur le Québec. Donc, j'ai toujours travaillé sur le Québec, j'ai toujours fait mes terrains au Québec. Mais là, j'ai parié sur le Québec de 2 façons. Première façon, je me suis dit, j'ai fait ça pour les 2 enfants. La première année, je n'accepte aucun engagement en dehors de la ville de Québec. Et à la suite de ça, je n'accepte aucun engagement en dehors de la province de Québec. Donc, je dis, parce qu'au Québec, je peux aller à Montréal, à Trois-Rivières, à Chicoutimi, je peux même aller ça s'appelle Gatineau maintenant, et traverser la frontière. Je l'ai fait une fois ou 2 jusqu'à Ottawa. Mais je peux faire ça sans décalage horaire, sans être obligée de partir une semaine. Tandis que si je vais à un colloque en Europe, si je vais parler 20 minutes, et ça va me prendre une semaine finalement, puis le décalage et tout. J'ai dit non. J'ai dit, je fais le pari d'accepter tout ce qu'on me propose au Québec, à moins d'un conflit d'horaire, là, évidemment, si ça tombe le jour d'un cours obligatoire. Bon, donc, j'ai dit, je prends ce pari-là. Évidemment, il faut qu'il y ait un peu une contrepartie pour pas que mes collègues aient l'impression que je me tourne les pouces. Mais déjà, j'avais la réputation de quelqu'un qui écrivait beaucoup. Je pense que c'était mérité aussi. Je me suis dit, depuis le temps que je reçois des appels du pied de recherche sociographique, c'est le temps que j'accepte. Comme j'avais été engagée depuis longtemps dans le milieu des revues, des périodiques culturels, comme j'avais fait un stage sur l'édition des périodiques, les gens aussi au département me disaient « Tu devrais devenir membre du comité de rédaction. » Puis là, je me suis fait prier, mais finalement, j'ai accepté. Puis à un moment donné, à l'époque, Nicole Gagnon était directrice, elle dit « Tu pourras prendre ma succession. » Puis là, je me disais « Pas sûr, pas sûr. » Mais là, quand je suis enceinte, là, j'ai dit « Bon, là, c'est le bon temps. Faut que je m'implique. » Alors là, l'année où mon fils Philippe est né, il devait naître en fin avril, mais il est né début mai. Les enfants ont l'esprit de contradiction. Ça commence jeune. Alors, moi, j'avais dit à mon directeur de département, si j'accouche prématurément, ce qui n'a pas été le cas, mais je dis, là, je laisserai des étudiants en plan. C'est pas une bonne idée, c'est pas un bon plan, justement. Donc, j'ai dit, à partir de janvier, ce que je propose, c'est tous les mémoires de maîtrise qui se déposent au département, vous me les envoyez. Moindrement que c'est sur un sujet que je connais, même si je ne le connais pas, mémoire de maîtrise, bon. Vous me les envoyez, donc je pense que j'en ai lu 6. Et j'avais que ça à faire. Et je vais travailler avec, à l'époque, c'était rendu Marc-André Lessard, qui était directeur de recherche sociographique. J'ai dit, je vais travailler avec M. Lessard. Donc, il va m'apprendre le métier, et puis après, je pourrai prendre la relève, parce que M. Lessard était proche de la retraite. Et c'est comme ça que je suis devenue, au fil du temps, rédactrice puis directrice de recherche sociographique. Donc, dans les premiers temps, en travaillant étroitement avec Marc Lessard, je pouvais l'appeler 3 fois par demi-journée pour lui dire « Marc, là, j'ai tel problème, qu'est-ce qu'on fait? » Bon. Et finalement, ben, j'ai pris mon envol. Et là, ben, la revue, pour moi, c'était une bonne passe. Hein? Parce que, ben, au fond, c'est beaucoup d'ouvrages, on ne se le cachera pas, parce qu'on n'avait pas d'adjointe à la rédaction comme il y a en Anthropologie et Société, donc c'était la rédactrice ou le rédacteur qui faisait tout, avec un reviseur linguistique, mais enfin, bref, on en faisait pas mal. C'est beaucoup d'ouvrages, mais en fait, tu peux le faire n'importe quand. Si ton enfant a une otite, puis la garderie t'appelle,
Ben là, tu dis, bon, ben, je ferme le dossier de la revue, je reviens en revenant de chez de la pharmacie, une fois qu'on a la prescription pour le titre. Parce que les enfants ont le chic d'avoir une petite poussée de fièvre juste avant le cours obligatoire que tu donnes quand ton chum est à l'extérieur. Ils m'ont fait ça les deux. En tout cas, j'ai réussi à survivre à tout ça. Mais... Alors, j'ai dit, la revue, c'est bon parce que pour la conciliation famille-travail, ça me facilite les choses. Et puis, après ça, je me suis rapidement rendu compte que c'était aussi pour moi d'une grande facilité. L'édition, ça ne m'a jamais rebuté. J'ai toujours eu une facilité à lire un texte, pour voir ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Et puis, d'une part, et d'autre part, je me suis rendu compte que quand je fermais le dossier de la revue, je n'y pensais plus. C'est un peu comme les cours de métaux qui me laissaient de l'espace pour penser à autre chose. La revue, quand j'étais plongée dans un texte, ça demande beaucoup de concentration. Je ferme le dossier, je n'y pense plus jusqu'à temps que je réouvre le dossier. Donc ça, c'était très bon aussi. Ça me laissait de l'espace mental pour écrire. Je sais qu'il y a des gens qui s'occupent de revues puis qui disent que ça leur bouffe tout leur temps puis qui sont plus capables d'écrire après avoir réécrit les textes des autres. Nous ne le cachons pas, on réécrit beaucoup les textes des autres. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à mener les 2-3 mois. J'ai toujours eu cette facilité-là. Donc, c'était une bonne passe. Donc, d'avoir accepté cette revue, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que je la traînerais jusqu'à ma retraite, après avoir quand même fait des essais pour la transmettre. Mais moi, on me l'avait transmis, mais moi, j'ai eu beaucoup de mal à la transmettre. Donc, j'ai été rédactrice et directrice de cette revue jusqu'à ma retraite. Et donc, j'ai travaillé beaucoup à la revue et aussi, pendant quelques années, j'ai fait le laboratoire, donc... de recherche, c'est une invention de Denis Delage. Donc, il en a parlé dans les possédés, mais juste pour faire une histoire courte, c'est 12 crédits sur un an où les étudiants de deuxième année répondent à une question qui leur a été posée par un organisme sans lucratif de la région de Québec. Donc, c'est quelque chose de gagnant-gagnant. C'est des organismes qui n'ont pas d'argent pour faire des recherches, mais qui ont des besoins en recherche. Ils trouvent quelqu'un pour la faire. Et les étudiants, bien, ils ont une première expérience de recherche de terrain. Puis, en un an, il faut qu'ils passent de la question qu'on leur pose, qui est formulée parfois de façon un peu bizarre, à une question sociologique, qui se donne une problématique, fassent une revue des écrits, qui se développent une méthode. Et ça, ils font tout ça avec des outils de cueillette de données. Ça, ils font ça à l'automne. Et à l'hiver, ben là, ils recueillent leurs données, ils les analysent et ils écrivent. Donc, c'est très exigeant pour les étudiants, c'est très exigeant pour le professeur et les assistants parce qu'on les voit toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et puis, mais en même temps, ça, c'était bon aussi pour la conciliation famille-travail parce qu'il y avait quelques séances en classe, mais le reste du temps, c'était sur rendez-vous. Donc, ça, c'est très bon pour la conciliation, même si c'est très exigeant. Et... donc, pendant quelques années, j'ai fait ça, le labo et la revue. À un moment donné, je n'en pouvais plus parce que je passais mes journées à lire des textes et à corriger des textes. Puis des fois, me rendre compte que ceux des étudiants étaient ni pires ni meilleurs, puis parfois meilleurs même que certains que je disais pour la revue. Bon, alors j'ai fait ça longtemps. Mais ça m'a permis de passer à travers l'enfance de mes enfants de façon pas trop... de m'en sortir pas trop mal, puis de me garder à travers ça du temps pour écrire, parce que ça ne m'absorbait pas. Moi, j'ai toujours écrit le matin. Mes heures de concentration, c'est le matin. Je suis lève-tôt, j'ai toujours été lève-tôt. Et puis là, maintenant, quand les enfants étaient petits, il fallait les préparer pour l'école. Maintenant qu'ils ont passé cette étape-là, à 7h30, je suis à ma table de travail et puis j'écris. C'est encore ça. J'écris le matin, puis vers 10h30, c'est fini. Là. Si je n'ai pas écrit entre 7h30 et 10h30, je n'écrirai pas de la journée. Mais l'après-midi, ce que je pouvais faire, c'est lire des textes, préparer des cours. Ça, je pouvais faire ça l'après-midi, rencontrer des étudiants. Moi, c'est le matin. Donc, la revue et le cours laboratoire ou des cours de métaux en général, ça me laissait de l'espace pour ce moment d'écriture qui est privilégié pour moi, qui a toujours été le matin. Et c'est ça. Ce que je peux ajouter sur le laboratoire, donc qui a facilité la conciliation, même si c'est quand même très exigeant, après l'avoir fait, quand Philippe, mon fils aîné, avait 1 an, j'ai décrété qu'il fallait
être 2 professeurs s'il y avait plus de 20 étudiants au laboratoire, parce que la somme totale de travail est directement liée au nombre d'étudiants. Ils ont beau travailler en équipe de 2. À un moment donné, ça devient surhumain que de superviser plus que un certain nombre d'équipes. Alors après ça, je l'ai donné en tandem avec Denis Delage, avec Simon Langlois, avec Madeleine Pestinelli, Dominique Morin. Donc on le fait en tandem, et maintenant c'est la norme, c'est de le faire en tandem. Donc, ce travail au laboratoire, c'était aussi une façon de continuer à collaborer avec des organismes communautaires sans, moi, faire du terrain très intense, mais les étudiants en faisant, puis moi, supervisant le travail des étudiants, puis discutant avec les organismes avec lesquels pour lesquels ou avec lesquels ils faisaient le terrain. Donc, ça m'a permis de garder le lien avec les organismes communautaires tout le long de ma carrière, même si moi, je m'étais un peu éloignée de ce terrain-là. Donc, quand les enfants sont nés, j'ai développé une nouvelle recherche qui, dans un sens, était totalement dans le prolongement de choses qui me préoccupaient depuis des années, mais qui étaient nouveaux, c'était sur la culture. Je l'ai mentionné tout à l'heure, au bout de ma thèse de doctorat, j'ai trouvé l'art. J'ai travaillé un peu sur l'art, mais assez peu. Finalement. Pas autant que j'aurais aimé, mais j'avais quand même d'autres choses qui m'occupaient. Quoique le travail sur les revues, il y avait beaucoup de revues culturelles là-dedans. C'était pas sur l'art, mais c'était pas quand même trop loin de ça. Comment c'est arrivé? En fait, c'est arrivé de façon étrange. C'est Guy Siwi-Durand, qui est sociologue de l'art, qui est bien connu. À l'époque, il y avait une maîtrise en sociaux. Moi, je l'avais connu à cette époque-là parce qu'il était, lui aussi, dans le comité de rédaction de la revue Intervention Inter, à laquelle j'ai collaboré longtemps. Et même quand j'ai quitté le comité de rédaction, j'ai continué à être proche de la revue un peu. Donc, Guy avait commencé un doctorat avec Gilles Gagné. Pas avec Gilles Gagné, je pense que... avec Jean-Jacques Simard. Alors, 2 tempéraments de feu. Alors, qu'est-ce qui arrive quand 2 tempéraments de feu se rencontrent? Beaucoup d'étincelles. Alors, Guy Siwi-Durand, il vient me voir, il dit « André, il dit, ça va vraiment plus avec Jean-Jacques, me dirigerais-tu? » Puis là, j'étais un peu déconcertée parce qu'il est de mon âge. On s'était connus à travers des amis communs, dans un contexte complètement différent. J'ai dit, OK, d'abord, mais je vais quand même te faire travailler comme si je te connaissais pas de la façon dont je te connais depuis plusieurs années dans un autre contexte. Alors, en discutant avec Guy, lui, c'est un homme qui a un don d'ubiquité parce qu'il travaillait à l'époque pour le ministère des Affaires sociales, puis il faisait du terrain un peu partout au Québec avec toutes sortes de collectifs d'artistes. Puis là, lui, on parlait beaucoup de ce qui se passait en région, et dans sa thèse, il parlait beaucoup de l'art en région, mais dans ses dimensions les plus avant-gardistes. Et moi, je me suis dit, ouais, l'art en région. Et là, je me suis mis à repenser le travail que j'avais commencé avec Denis, puis qui n'avait pas abouti sur la fête populaire. Et là, j'ai dit, ouais, mais en région, il n'y a pas juste de l'art d'avant-garde, il y a toutes sortes de manifestations culturelles et artistiques au sens large. Et là, j'ai eu l'idée d'aller étudier toutes les manifestations culturelles en dehors de Québec et de Montréal. Mais je dis manifestations, en fait, j'ai travaillé sur les événements artistiques et culturels en dehors de Québec et de Montréal. Donc, c'est venu de discussions que j'ai eues avec Guy, mais lui faisait autre chose. Mais moi, j'ai pris beaucoup plus large parce que je m'intéressais autant à l'art populaire qu'à l'art classique, à la peinture qu'à la sculpture, aux installations et aux performances, à l'art miniature ou à l'aquarelle. En fait, je me suis intéressée à beaucoup de choses. Donc, à travers ça, ça m'a amené à différentes collaborations. Par exemple, avec Fernand Harvey, que je ne connaissais pas à l'époque. Fernand, lui, avait commencé à travailler sur les régions culturelles. Donc, on s'est rencontrés. Puis là, on a organisé un séminaire ensemble qui a donné lieu à un ouvrage collectif qui s'appelle « La nouvelle culture régionale ». Donc, nos intérêts s'étant recoupés. Lui s'intéressant plus aux régions, moi plus aux événements, mais enfin, on avait fait quelque chose ensemble. Et puis,
J'avais aussi été responsable une année du séminaire de la CEFAN. Le séminaire de la CEFAN, c'est la chaire sur la francophonie d'Amérique. Donc, à la CEFAN, l'idée, c'est un séminaire multifacultaire, multiniveau, où on a des invités qui viennent faire des conférences sur un thème, et puis après ça, ça devient un ouvrage collectif. Donc, c'est toute une collection. C'est disponible maintenant sur Érudit. Donc, moi, j'avais été responsable d'une année, puis c'est devenu le livre « Produire la culture, produire l'identité ». Et donc, j'ai travaillé beaucoup sur l'art dans ces années-là, et en 2000, j'ai publié 2 livres, donc, sous ma direction, Produire la culture, produire l'identité, donc c'est le séminaire de la CFA, mais surtout Nouveau territoire de l'art, sous-titré Région, réseau, place publique. Donc, ça, c'était vraiment le résultat de ce travail de terrain que j'avais fait moi-même du terrain, et j'avais des assistants aussi. On a fait du terrain, on a couvert beaucoup d'événements, on a fait beaucoup d'entrevues, on a fait des dépouillements incroyables de revues, de documents. C'était assez intéressant pour réfléchir donc sur le rapport à la culture dans notre société contemporaine. Parce que les événements culturels et artistiques en région ne peuvent exister qu'à la jonction de réseaux locaux, et qui ne sont pas nécessairement des réseaux culturels, ou s'ils sont culturels, ils ne sont pas seulement disciplinaires. Donc, ils sont nécessairement... on trouvait des gens qui travaillent en art visuel, en cinéma, en littérature, en photo, je ne sais pas quoi. Donc, il y a vraiment une espèce de... Et des commissions scolaires, les municipalités, les entrepreneurs locaux, des mécènes. Donc, ces événements existent à la jonction de réseaux locaux et de réseaux disciplinaires nationaux, voire internationaux. Donc, là, c'est intéressant de voir comment ça se passait. Et puis, pourquoi aussi ces événements s'installent souvent dans des espaces publics. Prenons l'exemple du symposium de peinture de Baie-Saint-Paul, qui n'est plus de peinture, mais d'art de Baie-Saint-Paul. Ils sont à l'Arena. Mais pourquoi à l'Arena? C'est un lieu public, c'est un lieu non associé à l'art, mais où les gens sont habitués d'aller. Donc, c'est d'amener l'art sur le terrain du public. Beaucoup d'événements ont lieu dans des parcs, dans des milieux publics, non, dans des lieux non associés à l'art. Donc là, et c'est pas un phénomène uniquement régional, mais parce qu'on observe ça aussi dans des grandes villes, on l'observe aux États-Unis et en Europe aussi. Mais je me disais, en regardant ce qui se passe dans les régions, ça permet c'est un bon microcosme pour observer un phénomène beaucoup plus large qu'on pourrait observer ailleurs, mais qui serait plus difficile à cerner dans des villes comme Montréal, par exemple, ou même Québec. Tandis qu'en région, c'est tout à fait évident. Et donc, c'était intéressant. Puis là, en faisant de l'observation, bon Dieu, on arrive à dire, oui, les artistes nous tiennent un discours de rupture, mais en fait, quand ils vont sur la place publique, qu'ils investissent, ben, ils ne sont pas dans la rupture du tout. Ils sont dans la non-rupture, ou dans chercher des liens inédits avec le public. Et souvent, il y a de la création en direct, sous toutes sortes de formes. Donc, j'explique ça dans le livre, en détail, toutes les formes que peut prendre la création en direct dans ces événements. Et pourquoi cette création en direct? C'est parce que l'art n'est plus un artefact dans notre société. L'artefact n'est simplement une trace d'une démarche artistique. L'art, c'est dans le geste artistique. Et la création en direct, sous toutes les formes, ça permet au public d'être témoin de ce geste de création, donc d'être témoin de l'art, mais de l'art qui n'est plus pensé comme artefact, mais comme processus. Donc, c'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence dans ce livre Nouveau territoire de l'art. Ça a été quand même assez stimulant à faire. En fait, moi, toutes les recherches que j'ai faites, je me suis toujours dit qu'il faut avoir du fun. Hein? Faut se faire plaisir, parce que si on ne se fait pas plaisir, on ne passera pas à travers. Donc, là, c'était un sujet qui m'intéressait. Ça renouait avec mes préoccupations sur la fête. Ça renouait aussi avec les préoccupations sur l'art que j'avais eues à la fin de ma thèse de doctorat, et probablement avec tout le maelstrom culturel dans lequel j'avais été plongée dans les années 60 aussi. Donc, tout ça me stimulait beaucoup de travailler sur l'art. Et j'ai continué après aussi à travailler sur l'art et sur les identités artistiques. Et, par exemple, dans le numéro du 50e anniversaire de la revue Recherche sociographique, j'ai fait un article sur l'art et l'identité au Québec, dont je suis assez contente, d'ailleurs.
mais dans les années 90 aussi, je n'ai pas seulement travaillé sur l'art et les réseaux, j'ai travaillé beaucoup sur les identités collectives, de différentes façons. D'où ça venait, cette préoccupation pour l'identité collective? Bien, ça venait de mon intérêt sur le Québec, ça venait du fait que j'étais au congrès de fondation du Parti québécois en 68. Ça venait donc d'une préoccupation de fond chez moi de l'identité collective. Puis au Québec, ça donne que l'identité collective, bien, est souvent nationale, mais pas nécessairement. Il y en a d'autres formes qui se manifestent. Donc, dans les années 90, il y avait eu un colloque organisé en l'honneur du 55e anniversaire de la Faculté des sciences sociales. Et avec Michael Elbaz et Guy Laforêt, on avait dirigé un colloque, organisé un colloque. Puis vous allez dire pourquoi pour le 50e, c'est une drôle de date d'anniversaire. 55e, c'est qu'il y avait eu quelque chose pour le 50e qui avait plus ou moins abouti. Donc là, ils ont dit le 55e, là, il faudrait marquer le coup parce que vraiment le 50e, ça a été un peu raté. Donc on a fait ce colloque qui s'est tenu au Musée de la Civilisation et ça a été effectivement un bon succès. L'ouvrage qui en est né, Frontières de l'identité, on était assez contents de ça. Là. Voilà. Et puis, voilà. Je travaillais aussi sur l'identité d'une façon qui était imprévue. Je reçois un jour, mais comme plusieurs collègues du département, une lettre d'un ancien étudiant de doctorat, Duncan Sanderson, qui travaillait maintenant en Angleterre comme chercheur dans une université. Je ne sais pas quel était exactement son statut, professeur ou chercheur. En tout cas, il était en Angleterre, Duncan, il faisait des recherches là-bas. Et il disait, j'aimerais travailler sur le web. Mais about web, non pas sur, mais à propos du web. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui serait intéressé? Moi, Duncan, je le connaissais parce qu'il avait été étudiant au doctorat. Je n'étais pas dans son comité de thèse, mais bon, je n'ai pas un si gros département que ça en sociaux. Donc, je l'avais connu. Puis, il m'avait expliqué d'ailleurs comment marchait FileMaker. C'est lui qui m'avait initié à FileMaker, je me souviens à l'époque. Bon. Peu importe. Alors, il écrit, puis il dit, est-ce que ça vous intéresserait? Il dit, moi, le web, il dit, il me semble quelque chose qui se noue autour des identités individuelles et collectives sur le web. Puis finalement, moi, je lui réponds. J'étais la seule à lui répondre, mais j'ai dit, ouais, ça m'intéresse, mais on pourrait faire quelque chose ensemble. Alors, Duncan, il était à l'époque en Angleterre quand on a commencé à travailler ensemble. Puis là, il s'est trouvé un poste à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et là, il y a eu une subvention, puis là, on a travaillé ensemble. Puis là, on a fait une série d'entretiens et d'observations, mais beaucoup d'entretiens avec des gens qui étaient responsables de sites web dans des organismes communautaires, encore toujours des organismes communautaires, en région. Puis là, on s'intéressait vraiment à la région. Puis on a pris l'exemple de Trois-Rivières parce que lui était de Trois-Rivières. Puis on a fait des analyses de contenu de sites web. Ça, c'était assez difficile. Ben, non, c'était pas difficile, mais il fallait se constituer une grille d'observation parce que c'est pas évident de se donner une grille d'observation, une grille d'analyse de sites web qui tiennent compte du caractère multimédia et possiblement interactif du web. Fait on a fait tout ça à distance. On s'est rencontrés, je pense, 3 fois. Duncan et moi, il était à Trois-Rivières à l'époque. Et on a fait un livre ensemble, dont le titre exact, c'est Espace et identité en construction, le web et les régions du Québec. Donc, on s'est intéressé vraiment à comment l'espace régional se projetait dans le web, ou comment le web rendait compte de régions dans l'espace. Alors ça avait été intéressant. On s'intéressait donc à la dématérialisation de la communauté, au fond. On disait, les communautés, oui, elles existent encore dans leur matérialité, mais il y a les mal nommés réseaux sociaux. Donc, il y a quelque chose qui se déploie hors de l'espace physique. Moi, je n'aime pas parler d'espace virtuel, mais ça se dématérialise. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y avait l'idée d'étudier ça. Donc, ça aussi, j'ai travaillé donc, avec Duncan un peu après aussi dans un collectif dirigé par Francine Saillant et Éric Gagnon. J'avais fait quelque chose sur l'espace et la communauté. Comment penser la communauté en dehors de l'espace matériel, mais d'une façon d'arriver à une définition de la communauté suffisamment générale pour qu'elle puisse s'appliquer aussi bien aux espaces classiques, géographiques, comme on les connaît, et à l'espace dématérialisé. Donc ça c'était une autre
de mes préoccupations.